Bonjour André. Bonjour. Alors merci de me recevoir ici, au cœur de la vallée de Joux. On est dans le Jura suisse, ici où l'horizon s'ouvre sur la poésie originelle et intacte des prairies alpines. Nous sommes à l'hôtel des Horlogers et tu en es le chef d'orchestre quelque part depuis son ouverture en juin 2022. Tu as aussi suivi toute la phase amont de cette aventure, tu vas nous raconter et on va longuement en parler dans cet épisode. Comment je suis arrivée jusqu'à vous? Écoute, c'est grâce à l'association Minergie. On évoquera ce point un peu plus tard, mais dans toutes mes recherches que je faisais sur les labels et comment est-ce qu'on peut faire un peu mieux aujourd'hui, voilà, j'ai découvert ce qui est en fait un label suisse qui est un tout petit peu différent qu'on n'a pas en France, hein. Et donc vous êtes l'hôtel suisse doté du label Minergie le plus élevé. Et comme en fait ce label-là est très très ambitieux et bien plus ambitieux que ceux qu'on a en France, on peut dire que vous êtes un établissement avec un temps d'avance sur beaucoup de régions, en tout cas en Europe. Et ce qui m'a saisi, tu vois, quand je préparais cette interview et que aussi je suis arrivée ici hier, c'est la puissance de tout ce que l'homme amoureux de la nature est capable de faire pour préserver cette beauté. Quand on a décidé de préserver, de faire bien, de nourrir cette énergie d'un beau qui permet de faire l'expérience d'être présent au monde, d'entendre un petit peu le souffle de la forêt profonde là qu'on a en face de nous quand on se réveille ici, mais aussi voilà à chaque instant quand on navigue dans le bâtiment parce que tout est entièrement orienté vers ce grand dehors, c'est tellement enthousiasmant, vraiment. Donc, je repose un peu ici le cadre de là où nous en sommes dans notre questionnement un peu existentiel autour du beau dans ce podcast. On fait, tu sais, le distinguo entre le beau des origines qu'on n'a pas créé, qui nous précède et qui, quelque part, qui nous subjugue, et puis le beau des créations humaines qu'on s'attache, nous, à créer, être humain. Et aujourd'hui, le constat, malheureusement, c'est qu'une partie de ce beau des créations est, on va dire, coupée d'un lien un peu malade. Et ici, on voit que quand on fait le choix de créer un beau qui, au lieu de d'épuiser un peu ce monde, vient au contraire, et donc créer la pénurie, enfin ouais, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, vient au contraire prolonger et nourrir ce lien avec le beau des origines, cette connexion, parce qu'en fait on est vivant, nous aussi. On fait partie de cette mystérieuse aventure de la vie sur Terre, même si on est arrivé que l'équivalent de quelques secondes, quand on rapporte, tu sais, la vie de toute la planète à une journée, on est arrivé, je crois, à 23h59 et quelques secondes, donc c'est quasiment rien, mais quand on entend, tu vois, moi, ah oui, mais dans certains mouvements, etc., l'homme est un cancer, tu sais, pour la planète, où on a... Bon, en fait, je crois ici, au contraire, que nous, ce qui nous intéresse, c'est bien celles et ceux qui se réapproprient un peu ce rôle au premier plan de créateur qu'on a à jouer avec notre intelligence, le fait que on sait mettre en lien des choses et que qu'on détient des formidables moyens de communication et d'information que n'a pas forcément le vivant, en tout cas d'une autre manière. Mais nous, on a ces propriétés-là. Et donc, quand l'homme se met en gros au service de l'harmonie des deux beaux, celui des origines et puis le nôtre qu'on crée, eh bien, c'est là où en fait on arrive à des choses extraordinaires. Et je trouve que ici, à l'hôtel des Horlogers, on a l'expérience de ce à quoi ça goûte quand on arrive là. Et ça se passe pas, même si quand même ça fait partie du jeu, mais dans les réglementations, les normes, la performance énergétique, les tableaux Excel, etc., c'est oui, ça demande ça, mais ça demande aussi et surtout l'entendement d'autres choses, de règles en fait un peu qui nous dépassent, ces règles un peu universelles. Et donc voilà, pour moi ici, l'hôtel des Horlogers, c'est l'occasion de faire témoigner ceux qui ont pris des partis pris un peu dans le sens du beau. Parce que tu sais, il y a cette expression, avoir le sens du beau, etc. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le mot sens, on peut aussi le voir dans la direction qu'on prend. Et en fait, on le voit que il y a des choix à faire. On peut aller dans toutes les directions. C'est comme si on était à des ronds-points, en fait. On succède plein de ronds-points, puis on peut aller, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait comme choix? Donc on va en parler dans cet épisode. Parce que je crois que c'est dans ces détails, en fait, dans les plis de ce beau des créations que j'ai envie, voilà, qu'on puisse plonger ensemble. Et donc, comme je le disais, on est dans l'une des plus belles vallées suisses. On est tout proche donc du lac de Joux, qui est, je crois, l'un des plus grands plans d'eau du massif jurassien. Là, on est un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Et puis, il y a aussi tout près le lac Breney. Donc voilà, on est vraiment dans un écrin magnifique. On va parler de tout ça.
Et puis, peut-être l'endroit par là où j'ai envie qu'on arrive, c'est peut-être par cet art d'accueillir que vous avez mis en place ici à l'Hôtel des Horlogers, avec peut-être la réhabilitation d'une vision ou d'une perception du temps qui est un peu différente que ce qui est aujourd'hui permis dans l'exploitation, on va dire, traditionnelle d'hôtels où on va faire souvent appel à un architecte star, un décorateur star, etc. Et puis, quelques années vont passer, puis on pense déjà à comment on va revendre ou repasser le bébé. Enfin, ici, quand je suis arrivée, je me suis dit, c'est comme si dans cet hôtel, la beauté de la nature était au board. Et en fait, qu'elle avait été aussi invitée à prendre les décisions, un petit peu. Est-ce que, parce que c'est la première fois qu'on rentre par là dans le podcast et dans l'histoire, d'une expérience d'un beau qui est justement en reliance avec le vivant, et c'est aussi ce qui t'amène aujourd'hui à être invité à témoigner un peu partout dans des écoles, les entreprises de cette expérience-là. Comment est-ce que l'esprit des horlogers suisses, dans quelle tradition est-ce que la racine de cette aventure ici a pris cher, tu vois ? Quel est l'endroit où ça s'est logé, en fait ? Tout commence en 1857. Les marques horlogères n'existaient pas. À ce moment-là, la plupart des paysans, dans leurs fermes, quand l'hiver arrivait, ils utilisaient leur temps libre pour faire des mécanismes de montres. Ils s'entraidaient. Ils venaient déposer ces mécanismes quand les neiges commençaient à fondre et que les chemins se dégageaient pour aller vendre à Genève le résultat de leur travail. Aujourd'hui, cette vallée est connue comme la vallée des complications. Elle est née de cet élan de ce partage entre les différents horlogers qui, au moment où ils venaient justement à l'hôtel déposer, parce que la succursale de la Poste suisse se trouvait à l'hôtel. Et donc, c'était le chemin, le départ pour ramener les mécanismes à Genève. Et c'est au moment de déposer leur colis, leur travail de tout l'hiver, qu'ils commençaient à partager comment tu as fait. Autour d'un verre, autour d'un café, un chocolat chaud, ils se partageaient les secrets et il n'y avait pas de secret entre eux. Donc déjà, tu vois, ça nous inspire, nous, aujourd'hui. On a choisi comme positionnement la phrase « make time ». Ceci, c'est un clin d'œil à tous ces horlogers qui, pendant des générations, se sont challengés pour faire mieux, qui ont cherché à partager et progresser ensemble. Et donc aujourd'hui, nous, on est inspirés par eux. Ce make time veut dire non seulement construire des pièces, des garde-temps, mais aussi prendre le temps pour soi, pour connecter avec la nature qui nous entoure et avec soi-même. C'est l'esprit des horlogers qui nous ont guidés. C'est pas nous qui avons... On a eu une chance incroyable de ne pas avoir besoin de chercher des expressions marketing. Non, c'est eux qui nous ont guidés et ça vient de loin. Ouais. Mais c'est vraiment très beau. Et tu sais, quand du coup j'ai fait ma venue hier pour la première fois, cette citation de Paul Valéry a surgi. Je la dis parce que du coup ça fait écho à ce que tu viens de dire. La véritable tradition n'est pas de refaire ce que les autres ont fait, mais de trouver l'esprit qui a fait ces grandes choses et qui en ferait de tout autre en d'autres temps. Et en fait, c'est comme si ici, l'Hôtel des Horlogers, j'ai la sensation que vous arrivez à transmettre, à insuffler en fait au domaine de l'hospitality, parce qu'en fait vous venez pas de là, tu vas nous l'expliquer, mais cet esprit qui a fait et qui continue à faire des grandes choses parmi les horlogers, enfin tu vois cette tradition-là. C'est tout à fait, oui. Je connaissais pas cette expression, cette phrase, mais j'adhère. Ces grands esprits qui nous ont guidés, nous, aujourd'hui aussi, ont guidé la construction de l'hôtel. Vers où on va, qu'est-ce qu'on veut comme hôtel. Alors, tu as mentionné, on a un architecte star, Bjerkingels, qui lui a cherché le moyen d'intégrer déjà le nouveau musée-atelier Audemars Piguet avec l'ancien bâtiment où M. Audemars et M. Piguet construisaient leur première montre. Alors, il faut le dire, Audemars Piguet n'a pas construit l'hôtel. Il y a eu des différents propriétaires, mais c'est en 2003 que AP achète l'hôtel et se remet en question au fil des années en disant on va faire
quelque chose où, quand les clients y viennent, ils aient un impact positif sur la destination. Et c'est là où Minergie rentre en jeu. C'est là où les standards de durabilité deviennent des standards de régénération de destination. Ça va beaucoup plus loin. C'est comment je fais pour avoir un impact positif. La façon dont on traite l'air, la façon dont on traite les déchets, la façon dont on utilise la lumière du jour pour prolonger et amoindrir l'utilisation de l'électricité. Nos panneaux photovoltaïques qui fournissent non seulement notre bâtiment, mais le bâtiment à côté. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de points qui ont été réfléchis dans le but de faire des choses pérennes dans l'esprit des horlogers. Ouais, c'est ça. Alors, commençons peut-être par décrire cet hôtel et après, on va rentrer dans ce détail avec cette construction un petit peu, mais c'est un hôtel qui épouse ce relief pastoral. Je te laisse peut-être, parce qu'on est dans un podcast. Donc, tu me donnes le défi. Alors, c'est un très bon exemple que tu as pris, c'est le parcours pastoral. Comme on se trouve au milieu de la vallée de Joux, il y a la rivière de l'Orbe qui coupe la vallée en deux et on voit en face de l'hôtel le versant sauvage avec la forêt du Rizou devant nous et on voit sur la pente qui mène vers la rivière les plantes endémiques qui poussent et qui accompagnent jusqu'à la rivière. Si on voit ça, c'est le avant. Qu'est-ce qui a été fait de ce côté de la vallée? Bjarke, il a utilisé cette pente pour faire glisser chaque étage, descend comme un zigzag, comme si on était en train de remonter la pente avec nos chèvres. À ce moment-là, le bâtiment va suivre la pente en n'ayant aucun étage qui est au-dessus de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui dort sur nos têtes ni sous nos pieds. On est tous ancrés au sol. Exactement. Nous sommes ancrés au sol et on est toujours au rez-de-chaussée. Et puis, Bjarke, il est connu de par l'étude des flux de l'humain. Et donc, il a trouvé un moyen, il a orienté les 50 chambres vers la forêt. Il les a éloignées de la route de France qui mène aux Rousses, qui est juste à 8 km d'ici. Et en faisant ceci, non seulement il a isolé les chambres du bruit du passage des voitures, mais il nous a donné aussi un circuit de circulation composé de 4 couches. Donc, normalement, les hôtels, ils sont construits comme un bâtiment vertical. Architecturellement, c'est beaucoup plus performant parce que on remonte l'arrivée d'électricité et des eaux, on va tout distribuer après à l'horizontale. Ici, c'est comme si on avait presque 5 bâtiments décalés, voilà, avec un parcours extérieur qui nous permet d'accéder à toutes les toitures végétales où on plante et on utilise ces plantes pour nos menus. On a un couloir pour les chambres, une troisième couche de circulation qui inclut tous les espaces communs. Et par derrière cette couche, il y a une quatrième, c'est les espaces de service que le client ne voit pas nécessairement. Et on peut, en très peu de pas, traverser au milieu du bâtiment ou dans ses extrémités ces 4 couches en ayant une fluidité et toujours des vues transversales de bout à bout du bâtiment. Donc on voit, selon les étages, la lumière qui arrive par les 2 extrémités du bâtiment. C'est quelque chose d'incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et aussi, je trouve, tu vois, cette sensation de ne pas avoir à monter de marche. En fait, tout est doux. Enfin, pour le corps aussi, il y a une espèce de kinesthésie qui est hyper agréable. C'est un peu mystérieux parce que c'est quand même, on n'a pas l'habitude de voir ces perspectives-là. Et donc, en fait, on se plonge. C'est très agréable aussi à la découverte, je trouve. Vous avez une bibliothèque, vous avez des espèces de convivialité, plusieurs restaurants, un spa, etc. Mais c'est que des invitations qui nous... C'est fluide. C'est fluide. Exactement. Les clients nous le disent. J'ai un client qui venait justement cette semaine et c'est la 5e fois qu'il vient. Il m'a dit à chaque fois que je viens, André, je ne sais pas comment le décrire. Il y a quelque chose de spécial dans cet hôtel. Et oui, ça commence par l'architecture, par le design, c'est épuré. On ne se retrouve pas étouffé par des stimuli dans le parcours qu'on fait.
non, non. Et puis même un peu partout, c'est-à-dire que je pense que quand on vient aussi ici, c'est qu'on veut déconnecter. Donc on vient souvent de villes ou d'endroits où on a beaucoup, comme tu dis, de sollicitations visuelles, etc. Et là, il y a comme un... En fait, ça répond à notre envie, peut-être à l'envie aussi inconsciente de notre corps, de juste s'apaiser, se reposer. Donc il n'y a pas trop de choses. La seule chose qu'on a vraiment, et on en prend plein les yeux, c'est cette forêt, cette vue, avec cette baie vitrée gigantesque. Et on a l'impression d'être dans le paysage. Exactement, tu as compris. L'esprit de Bjarke, c'était d'intégrer, de créer une synergie entre la nature qui entoure le bâtiment et l'architecture, qui n'est pas de barrière. Quand on se réveille le matin, on se dit « Waouh, on est dans la forêt ». Ouais, le dedans-dehors. Nous sommes dehors, ouais. Alors, c'est pas de la saison, mais il y a une saison où tu entendras les vaches avec les cloches. En fait, c'est ça, c'est qu'on a envie de revenir parce qu'on a envie... Enfin, tu vois, c'est rare de pouvoir, depuis ton lit, peu importe comment tu es, que tu circules dans la chambre, de toute façon, tu vois que ça. La forêt, le ciel, les nuages, les oiseaux et aussi, du coup, les saisons. Donc là, on enregistre, on est à la fin du mois de juin. Mais voilà, je me dis, qu'est-ce que ça doit être extraordinaire enneigé aussi. Ouais. L'hiver. Tu sais, quand tu es devant la mer et tu vois que devant toi, il y a du vivant qui évolue et tu l'accompagnes pendant un moment. Donc, que tu peux rentrer à nouveau sur ton livre, tu peux ne rien faire. Ça existe, hein. Ouais, et puis en même temps, parfois, tu vois, là ce matin, j'avais ouvert un peu la fenêtre et puis il y a un petit oiseau. Enfin, en fait, tu sens que le jardin a aussi été accompagné, vous avez un potager, etc. C'est aussi un bâtiment qui est l'habitat du vivant non humain. Et on sent que voilà, il y a d'autres que nous c'est aussi leur maison en fait. Que voilà, il y a cette cohabitation qui est là, qui est permis non pas dans un esprit un peu trop voulu, mais parce qu'en fait, le lieu ici est tellement préservé que voilà, c'est aussi cet accueil-là. C'est un bijou un peu caché. Les horlogers, ils ont été malins au fil des années. Ils ont des tas de points qui attirent le tourisme, mais ils les ont pas trop exploités. Et donc, on arrive aujourd'hui dans une région qui est vraiment sous-exploitée au niveau du tourisme, tant mieux. Et cet effort qui a été fait au niveau de la construction du bâtiment, en fait, ce qui est idéal, c'est qu'on peut prendre le train depuis Paris. Et oui, on arrive en 3 heures à la gare de Vallorbe, donc pas besoin de prendre l'avion ou la voiture. Et de là, nous, on a la possibilité de venir vous chercher. Et tu te retrouves dans un parcours, c'est une découverte au milieu des petits lacs. Et comme tu dis, à chaque saison, il y a une nuance différente qui invite à revenir. C'est beau. Donc Minergie, on l'a compris, c'est surtout un label qui se concentre à la base sur l'efficacité énergétique, donc bâtiment passif, etc. Donc tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de clim ici. Non, comment est-ce que la gestion du chaud et du froid, par exemple? Alors, c'est assez complexe. On utilise déjà l'eau de la rivière pour refroidir. On n'a pas à utiliser aucun gaz qui nous permet de refroidir le bâtiment. Donc, on est à une température agréable sans sentir l'impact d'un air conditionné. La même chose pour la chaleur. On utilise les arbres qui tombent dans la forêt. Ils sont récupérés, libérés par les gardes forestiers. On est au milieu d'un parc naturel, donc ça fait partie de la gestion des parcs naturels de la forêt. Et en libérant de ces arbres, la forêt arrive à se régénérer plus rapidement. Et donc, avec cette aide qu'on a, on enlève les arbres qui tombent lorsqu'il y a des orages ou quand ils sèchent. Et avec ces arbres-là, on les coupe en copeaux. Et avec ces copeaux-là, on fait un chauffage centralisé à distance qui va chauffer tout le village. Et donc, on a cette eau chaude qui va nous permettre d'utiliser aussi pour chauffer le bâtiment. Il faut imaginer qu'à l'intérieur de l'hôtel, il y a des espaces qui sont plus frais. Donc, on va prendre l'air de ces espaces plus frais en été pour refroidir les espaces qui sont plus exposés à la chaleur. Et en hiver, on fait à l'envers. On prend les espaces plus chaleureux de l'hôtel, la cuisine, la buanderie. On va utiliser l'air de ces espaces-là pour chauffer les autres espaces. Comme je disais, c'est complexe, mais c'est un bijou.
Et puis aussi en termes de rapport kinesthésique, tout simplement. Enfin, moi, je sais que je supporte pas du tout la clim. Et en fait, là, tu vois, je te disais, mais comment est-ce que c'est rafraîchi? Parce que, en fait, je me sens bien, tu vois. J'ai pas du tout cette sensation de prendre une vague de froid très, très intense. Donc ça, c'est quand même aussi, en termes de bien-être, de sensation, c'est super. Et donc, vous êtes non seulement Minergie, mais Minergie Éco. Donc, c'est l'extension, on va dire, un peu de ce label Minergie avec des critères supplémentaires, justement sur la santé et le confort des occupants avec toute cette gestion donc, de qualité de l'air intérieur, de la lumière naturelle, des matériaux non toxiques, aussi donc, de manière générale l'impact écologique du bâtiment et puis tous les cycles de vie des matériaux qui sont analysés avec une grande rigueur, etc. Donc ce label, c'est un label suisse, mais je sais aussi qu'il est en train de s'expandre bien au-delà de la Suisse et en France aussi d'ailleurs. Donc si jamais ça intéresse celles et ceux qui nous écoutent, je vous invite parce qu'on va pas faire un focus là-dessus, mais en tout cas aller regarder sur Internet. Ils ont un site qui explique extrêmement bien ça, donc c'est une association. Et le dernier petit élément, parce que aussi là je lis des matériaux qui sont moins toxiques. Tu me disais hier quand on faisait le tour que vous avez utilisé notamment des colles particulières. Oui, ça fait partie du label. Ils amènent 2 petits robots qui font tourner pendant 48 heures pour détecter si dans l'air, il y a des éléments qui sont moins bons pour nous. Et donc, à ce moment-là, les solvants, c'est notre plus grand ennemi. Pour coller tous les moquettes qu'on a à l'hôtel, on a utilisé des colles qui étaient libres de solvants. Alors, ça nous a pris plus de temps pour les trouver. C'était pas nécessairement plus cher. Et moi, c'est un exemple que j'utilise souvent quand les gens me disent « Mais être durable ou être plus écologique, est-ce que c'est plus cher ?» Non. Parfois, ça prend plus de temps pour faire les bons choix. Mais ce n'est pas nécessairement plus cher. Et ça va justement de cette colle qui est libre de solvant. Le premier jour, on avait le test. Ils ont laissé les robots dans 2 chambres, une à côté de l'autre, et le troisième dans un espace commun. Et une des chambres passe le test et la deuxième pas. Et donc à ce moment-là, c'était le branle-bas de combat. Tous les installateurs, les ingénieurs, les architectes, devant les 2 chambres, on a se gratter la tête devant les plans de l'hôtel en disant comment une chambre a un pic à 10h30 de solvant ou de quelque chose et l'autre chambre ne l'a pas. Et c'était rigolo parce qu'il y avait un jeune installateur qui était en 3e ligne, il n'était même pas proche des plans. Donc il fait le commentaire « J'aime le parfum de la dame qui nettoie les chambres ». Et c'est celui qui tenait les plans qui a dit « Ah, madame, à quelle heure vous êtes rentrée nettoyer la chambre hier ?» À 10h30. Ils m'ont engueulé, ils m'ont dit « André, pourquoi tu nettoies les chambres quand il y a... » Je ne savais pas. Nous, on nettoie tout de même. Et donc, on n'a pas changé. Madame, elle continue avec son même parfum. Mais on sait maintenant que les chambres ont été exigemment testées pour nous assurer que la qualité de l'air que l'on respire soit la meilleure. Mais c'est intéressant parce que tu vois aussi, ça nous met un peu la puce à l'oreille que voilà, les parfums qu'on met sur nous, les lessives, tout ce qu'on utilise pour nettoyer, etc. Même si c'est invisible et que ça sent bon, mais derrière tout ça, parfois, il y a une certaine toxicité. Et ne serait-ce que de s'en apercevoir pour ensuite faire d'autres choix si on a envie, c'est le début d'un art de vivre qui est juste plus conscient parce que tu comprends et tu sais un peu sur quoi tu peux agir si tu veux agir. Exactement. Une fois qu'on a l'information, on devient plus intelligent. C'est ça, c'est que tu vois, aujourd'hui, on est un peu dans ces moments où c'est un paradoxe parce qu'on n'a jamais été dans une société avec autant de circulation d'informations et en même temps, les informations qui nous permettent de faire des choix essentiels, on va dire, sont un peu cachées ou en tout cas, elles sont moins propulsées au rang de celles qui nous arrivent tout de suite à notre attention. Donc, ça demande un exercice, tu vois, un peu de se rendre disponible pour ces informations-là. Merci à toi, parce que ton podcast, Hélène, nous aide justement à ça. Elles ont petit niveau, on essaye, mais bien sûr, ouais, on est très contents parce que, tu vois, il y a 6 ans, quand j'ai commencé le podcast, vraiment, on me disait, mais Hélène, pourquoi ce sujet du beau ? Tu vois le monde, voilà, c'est un non-sujet. En fait, c'est du loisir créatif. Pourquoi tu amènes ce sujet au centre aujourd'hui des questions de construction, de créativité environnementale ?
Parce qu'en fait, ça fait partie des clés de voûte, un petit peu, d'avoir envie de voir les choses autrement. Parce qu'en fait, si le désir nous amène pas quelque part, s'il y a une espèce d'une perte de sens, on passe à côté de quelque chose. Tu vois, hier, on échangeait, je te disais que moi, je croyais beaucoup qu'il y avait un beau en réserve, quelque part, qui nous attend. Parce que, encore faut-il se mettre à sa posture, à sa hauteur de vue, pour le percevoir, pour qu'il nous touche, et puis pour pouvoir rentrer dedans, le nourrir, etc. Donc, c'est un chemin, et j'espère que le podcast ici en fait partie de ce chemin pour chacun. J'aimerais qu'on aborde maintenant comment concrètement, dans le fonctionnement quotidien de l'hôtel, quels ont été un petit peu les choix que vous avez faits, comment ça s'applique, parce que il y a quand même 50 chambres, c'est quand même beaucoup, même si c'est pas... voilà, mais il y a des hôtels bien plus grands. Mais quand on veut faire tout ça avec tous ces partis pris que vous avez eus, est-ce que tu peux nous donner peut-être des petits exemples de choses, soit que vous renoncez à faire, vous n'avez pas fait, ou que justement vous mettez en lumière? Alors, on est zéro plastique. Donc, comment on arrive là? C'est beaucoup de petits détails qui font la différence. Les 3 éléments qu'on vend le plus dans un hôtel, par exemple. Normalement, on pense que c'est les nuitées, mais non. Pour chaque nuitée qu'on vend, on vend beaucoup d'eau, on vend beaucoup de café, et tu vas rigoler. La 3e chose qu'on vend le plus, il y a de l'alcool, mais c'est pas cher, c'est les bières. Et donc, on se fournit localement ces 3 produits. Oui. Donc, il y a 2 brasseurs de bière, il y a un torréfacteur de café, qui nous a proposé, c'est rigolo parce qu'on était venu le voir, c'est un passionné. 4e génération de torréfacteur de café. Il continue à utiliser la même machine de son arrière-grand-mère. Et Cyril et Sonia, nous sommes venus les voir, ils nous ont dit, nous on a un café préféré, mais on vous laisse faire une dégustation à l'aveugle. Ils avaient 32 types de graines différents et on a fait la dégustation effectivement, sans connaître ni l'origine, ni le prix. On a tous choisi le même café, et c'était leur café préféré. C'est un café fait par une coopérative de femmes au Rwanda. Et c'est rigolo parce que Cyril et Sonia, ils ont voyagé jusque là-bas. Ils ont, sans s'annoncer, ils ont vérifié que l'argent qu'eux, ils envoyaient depuis ici parvenait aux personnes qui travaillaient dans la plantation. Tu sais que parfois, il y a des intermédiaires. Et donc, ça se dilue. Et quand ça arrive à la personne concernée, c'est très peu. C'est pas le cas. Et pour finir, l'eau, c'est la rivière du Brassus. On est dans le village du Brassus, le bras du dessus, en version combien, raccourci, le Brassus. Et cette rivière nous fournit une eau qui est incroyable. Et on a fait des tests, mais surtout, comme on se trouve au milieu du parc naturel du Jura vaudois, on s'est dit comment on peut avoir un impact positif. Donc, on a fait 2 choses. Une, c'est pour prendre l'eau, on va l'ioniser, on va la filtrer, l'adoucir, on va la gazifier, on va l'étiqueter, la mettre en bouteille. Et pour chaque bouteille que nos clients boivent, nous, on donne 20 centimes au parc naturel. Donc, ça fait une fois par année un grand chèque avec un petit montant. Mais le but n'était pas dans le don de l'eau, c'était parce qu'on se trouve dans une vallée où, autrement, on aurait eu besoin de beaucoup de camions pour livrer. On a calculé, on a pour plus de 2,5 tonnes de transport par année qui n'ont plus lieu à partir du moment où on se fournit ces 3 éléments localement. Et donc, on se retrouve avec ces activités qui ont un impact positif sur la destination. J'ai mentionné 3 ou 4, mais si tu me donnes 2 heures, je te fais la liste. Le choix des tissus pour les uniformes, la façon dont on fait la vaisselle nous-mêmes, la façon dont on a des crayons au lieu de stylos, ou à la fin on a des graines de thym. Donc c'est une capsule en maïs, et dans cette capsule, il y a des graines de thym. Donc quand tu finis ton crayon, tu le plantes à l'extérieur, avec la rosée, la capsule va se dissoudre et tu vas être en train de planter du thym. Et en anglais, le thym, on le prononce time. Donc, on est en train de make time. Et on revient à notre point de départ. C'est notre slogan et notre message pour nos clients. C'est beau. Et ça n'a pas dû être tout à fait évident pour toi, je ne sais pas, mais de ne pas lâcher aussi, tu vois, le cap, de faire des choix, de dire, vous avez peut-être l'habitude de travailler comme ça, mais aujourd'hui, regardez, ça va être comme ça. On vous accompagne comme ci, comme ça pour faire autrement désormais. Parce que c'est aussi une équipe, en fait. C'est une famille un peu que vous avez ici, je le vois. Et
Ça, comment ça a été perçu aussi? Comment tu es arrivé à embarquer, en fait, et à continuer d'embarquer? Parce que tu me racontais encore que cette liste-là dont tu nous parlais, qui est d'ailleurs un peu en open source, parce que je suis sûre que si on vous la demande, voilà, tu la partages volontiers. Elle se nourrit en permanence. Ça évolue encore tout le temps et tout le temps. Comment toi, tu as navigué? C'est quoi ton secret pour embarquer? Alors, déjà, il faut savoir que le luxe n'est pas en conflit avec la durabilité. Et que même pour le monde du luxe, tu peux les inspirer à faire mieux. Et donc, tu me demandes comment j'ai navigué pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Ça vient de Patagonie et de ce que j'ai appris au cœur de ma famille, des valeurs qui aujourd'hui je peux mettre en place avec pour but d'inspirer et que d'autres puissent faire à leur tour leur partie. On est dans un monde où il y a tellement de choses qu'on peut améliorer, mais si on baisse les bras parce qu'il y a une guerre ailleurs, l'arbre va nous empêcher de voir la forêt. Et nous, à notre échelle, on continue à faire et à un moment donné, on va inspirer quelqu'un pour que lui, à son tour, fasse mieux. Je crois beaucoup à ça, à la puissance juste de être, tu vois, qui on est, juste pas tant dans oui, tu fais des choses, ici vous mettez en place des choses, mais en fait il y a aussi la manière dont on ressent qui vous êtes. Et ça, c'est ça qui touche, je pense, le plus en réalité, parce que c'est l'expérience d'être au contact de personnes qui ont un autre niveau un peu d'être, je sais pas comment le formuler autrement. Et ça, quand on le perçoit et quand on est sensible, ça irradie en fait. Est-ce que peut-être aussi, tu vois, pour réatterrir un petit peu dans des choses moi que j'ai perçues, notamment hier quand on dînait, vous veillez de manière très précise. Tout à l'heure, tu parlais des boissons, mais il y a aussi ce qu'il y a dans l'assiette. Peut-être que du coup, tu peux nous raconter des choix et puis cette cuisine d'alpage et tout ce qu'on vient déguster ici. Tout commence avec Emmanuel Renaud, chef 3 étoiles au guide Michelin dans son restaurant à Megève, meilleur ouvrier de France, jury, ça c'est quelque chose que peu de personnes savent, pour choisir le meilleur chef au monde. Je ne sais pas si lui il le dit trop, mais moi je le sais, donc je peux me le permettre. Donc quelqu'un qui a fait ses preuves, il n'a plus besoin de démontrer quoi que ce soit. On a la chance inouïe de travailler avec lui. Il nous a dit ce que nous devions planter dans notre potager pour pouvoir après l'utiliser dans notre plat. C'est une cuisine de montagne. Et là, on ne va pas retrouver de l'ananas, on ne va pas retrouver, je sais pas, des éléments qui viennent de l'autre bout du monde. On travaille surtout avec les farines de Madame Beck, donc on fait tout maison. C'est ça, tout maison, c'est fou. Ah oui, les croissants, les pains, tout. Et il faut savoir aussi que Madame Beck, par exemple, elle a un moulin qui, depuis le XVe siècle, est toujours en fonctionnement avec les paysans autour d'elle qui ont ce qu'on aujourd'hui on parlerait de graines oubliées. Et on a les fromages justement la laiterie qui est en face, à moins de 100 mètres d'ici, on retrouve la laiterie du Brassus, mais on trouve aussi les fromages, les gruyères d'alpage de Monsieur Pittet. Donc, on ne peut pas être dans un kilomètre zéro plus représentatif. On travaille avec M. Rochat pour les viandes, on travaille avec un pêcheur du lac qui, lui, nous fournit surtout les brochets. On fait des quenelles de brochets incroyables. Parce qu'après, il faut savoir qu'à 1000 mètres d'altitude où on se trouve, oui, il y a la saison des ailes des ours, bien sûr. On a cette liberté de pouvoir enlever un plat du menu et le remplacer quand on veut en fonction des disponibilités des produits. Maintenant, la fraise est finie, il y a la framboise qui arrive. Mais quand on met tout ça ensemble avec la main de maître d'Emmanuel et Alessandro Canata, notre chef exécutif, tout s'enrichit. Et le résultat final, c'est délicieux, inspirant. Et alors, il y a aussi une boutique hôtel, en réalité, où on peut acheter beaucoup de choses, mais il y a une sélection, là encore, sur le local. Ah oui. En fait, on parle d'un boutique hôtel et on pense à un hôtel à taille humaine où on peut prendre soin des détails. Dans notre cas, ça va un peu plus loin, exactement. Tout ce qu'on vend, on peut l'acheter. Les couteaux qui sont faits par Monsieur Bach, qui se trouve à Bienne et qui fait
des couteaux damassés qui sont extraordinaires. On a la vaisselle des pieds dans le plat de Nathalie Marie Prune. On voit les bijoux d'Enola, qui est une fille qui a fait ses études à l'école de bijouterie de la vallée de Joux. Et aussi, on a juste à côté du spa, une petite exposition de tous les produits. Et ceci nous permet de mettre en valeur le savoir-faire de la vallée de Joux. Donc oui, l'hôtel est un peu l'ambassadeur de la région. Talent d'exception de la région. Et alors, tu mentionnais aussi le spa. Là aussi, je crois que vous avez fait des choix, des partis pris forts. Tu peux peut-être nous raconter ce qui se passe dans le spa. Donc, la famille Flückiger, dans les années 50, ils ont commencé à travailler avec les fleurs des montagnes, des Alpes. Et donc, ils ont récupéré les éléments qui régénèrent les cellules de la peau, de la rhodiola. Ils ont essayé aussi avec les Edelweiss, mais ça doit pousser à une certaine hauteur. Il y a un certain type. Donc, ils ont fait un choix qui a pris beaucoup de temps. Et au départ, ils vendaient dans les hôtels 5 étoiles, les grands palaces qui se trouvaient sur la Riviera, dans le bassin des Maniques. Avec le temps, aujourd'hui, nous sommes à la 3e génération. Et lui, Alexandre Flückiger, un vrai passionné des fleurs et des plantes, il a développé cette marque et pur hasard des choses, il se fournit chez une famille qui s'appelle les Grünenfelder, qui, eux, ils cueillent les fleurs et les herbes aromatiques de la vallée de Joux pour en faire des infusions. Et donc, lui, il était venu se fournir chez eux, mais eux aussi, je ne sais pas si c'est 3e génération, les Grünenfelder, nous, on fait un cadeau à toutes les personnes qui arrivent dans l'hôtel. On a une petite boîte dans les chambres. On encourage, on donne en cadeau une gourde pour éviter l'utilisation du plastique. On n'a pas de pète. On donne aussi les tisanes faites par la famille Grünenfelder. Et pour hasard des choses, quand on était en train de choisir marque de cosmétiques, on voulait travailler pour le spa. On s'est retrouvé avec eux, on s'est dit, mais vous utilisez les fleurs de la vallée. Alors on va avec vous. Donc la marque s'appelle Alpeor. Alpeor, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est quand on marie les expériences visuelles, olfactives, enfin, tu vois, il y a tous les sens un peu qui sont complètement... holistiques. Ouais. Les choses dont on parle, parfois on n'aime pas trop parler de ça, tu sais, c'est la gestion des déchets, notamment les déchets, tu vois, le compost et les déchets alimentaires, etc. Je crois qu'il y a quelque chose aussi que vous avez mis en place qui est assez... Oui, nous, en fait, c'est difficile pour un hôtel de le faire s'il est déjà existant. Donc, nous, on a eu la chance que quand l'hôtel a été reconstruit, pour devenir, certifiable Minergie Eco, il y a un système qui s'appelle EcoGreen. Donc, il se trouve en cuisine. C'est un conduit avec un triturateur que tous les déchets organiques, nous, on les met dans cet EcoGreen et ça va créer comme les estomacs d'une vache. Le premier contenant sera les matières solides. Le deuxième, c'est les matières liquides et par décantation, les huiles dans un 3e contenant. Donc après, cette entreprise, elle récupère les 3 éléments séparément et donne une 2e vie à ces éléments. Ok. Donc oui, c'est très poussé, mais pour ça, tu as besoin d'avoir un lieu pour placer 3 grands containers connectés à un système qui vient à travers des tuyaux, processer tout cela. Et j'aimerais juste qu'on revienne sur un élément, parce qu'il y a quand même un parti pris que vous avez, c'est que vous avez un spa, mais que vous n'avez pas de piscine. Tu vois, il n'y a pas une piscine au chlore avec tout ce que ça demande et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que souvent, on se dit, forcément, c'est le truc catalogue. Enfin, on est obligé d'avoir ça. Alors, tu sais pas à quel point nos clients nous le demandent. Alors, nous, on était partis du lac, on allait autour de nous, donc on l'encourage d'aller se baigner dans le lac. Voilà, même l'hiver, on peut. Moi, je trouve que c'est bien, par exemple, tu vois. Enfin, en fait, moi, j'aime l'idée de nous dire, en réalité, nous, on connaît la région, on est amoureux de cette région, c'est notre territoire. En fait, on vous conseille, si vraiment vous voulez vous baigner, d'aller vous baigner dans un lac. En plus, c'est pas des lacs artificiels. Ah non. Donc, je trouve que c'est extraordinaire. Après, oui, j'imagine que certaines personnes se disent, voilà. C'est surtout l'hiver qui sont frileux. Ah oui, oui. Mais en même temps, l'expérience aussi du soin,
juste le spa, en fait, le fait d'être en relation avec ton corps, pas forcément dans une piscine, c'est aussi de la relaxation, etc. Tu vois, c'est une autre version. Mais je trouve que il y a beaucoup de panache, je trouve, à avoir proposé. Voilà, l'invitation, c'est de prendre au mieux votre combinaison l'hiver, voilà, et d'aller vous plonger dans le lac. Si, c'est génial. Parce que c'est vrai que tu vois, je trouve que l'expérience, en tout cas, d'endroits qui sont chlorés, avec ces odeurs qui sont, moi vraiment qui me vont pas du tout. Je trouve que c'est dommage parce que en fait, il y a un peu une dissonance, tu vois, par rapport à. Quand on parle de reconnecter avec la nature, make time, prendre le temps pour soi, pour reconnecter avec la nature et soi-même. Je t'assure que si tu prends un bain dans le lac en hiver, alors là, c'est comme un redémarrage de tous tes sens. Et après, tu prends ta douche chaude et en fait, il y a pas mort d'homme. Et ça, c'est quelque chose qui est fait depuis des siècles, je dirais, par les habitants de la vallée. Donc, pourquoi pas le conseiller ? Bien sûr, c'est l'art de vivre d'ici, quoi. Ouais. Puis le bienfait du froid aujourd'hui revient, on peut que on le sait partout, quoi. Donc, on a beaucoup parlé donc, de cette beauté de la nature qui inspire cet esprit des horlogers, le fait qu'aujourd'hui, voilà, cultiver en fait ce lien entre le beau des origines et le beau créé par l'homme, c'est un sujet sérieux. Et est-ce que toi, tu penses que cultiver ce lien aussi, parce que tu vis ici, toi, depuis 4 ans, est-ce que ça rend plus heureux ? Qu'est-ce que ça crée aussi sur nous, en fait ? Qu'est-ce que cette reconnexion à la nature ? Alors, toi, tu l'as vu au quotidien. On peut aussi la vivre par petits shoots quand on a la chance de pouvoir s'y reconnecter. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, faut se reconnecter à la nature. » Enfin, tu vois que c'est un peu soit ésotérique, soit complètement... mais voilà. Est-ce que toi, tu as un autre un témoignage peut-être de ce que tu vis, toi, parce que... J'ai un très bien. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de donner le nom. C'est une banque privée, voilà, dont un des chefs de département, il m'a dit « André, j'ai une nouvelle équipe, je ne connais personne ne se connaît entre eux, et qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et ils étaient une quinzaine. Je dis, je propose de prendre nos vélos, puisque nous sommes un bike hotel, c'est une catégorie en hôtellerie suisse. D'accord. C'est-à-dire qu'on a des lieux pour garder les vélos en sécurité, pour faire l'entretien des vélos. On a, nous aussi, des vélos qu'on offre aux clients pour pouvoir faire des parcours. Et ça, c'était début juin. Il pleuvait des cordes quand ils sont arrivés. Si tu veux qu'on te propose une autre option, tu vois, il y a tout l'héritage horloger dans la vallée. Tu as l'espace horloger, si tu souhaites, on te fait une visite avec tes équipes, parce que là, sous la pluie, il pleut, ça va être un massacre. Je dis, mais non, comment je fais maintenant ? Je leur ai dit à tous, ils sont tous venus, ils sont remontés à bloc, ils sont partis, les 15 en vélo électrique, ils ont fait un parcours au milieu de la forêt. Quand ils sont rentrés, j'étais là, je les vois arriver. Tu sais, comme les mamans, restez là, je vais vous amener je vais vous rincer avant que vous rentriez dans l'hôtel. Ils avaient de la boue jusqu'aux oreilles, comme des gamins. Ils rigolaient, comme des enfants. Et quand tu vois des gens qui viennent d'un monde des finances et que tout à coup, ils arrivent à connecter à ce niveau-là, en si peu de temps, tu peux utiliser cette formule pour une famille, pour des groupes d'amis. Tu vois, quand il y a des groupes, que parfois il y a un qui ne s'entend pas très bien avec l'autre, tu leur fais une sortie en forêt, en vélo. Et à la fin de cette expérience, on leur organise aussi, j'ai oublié de le dire, mais on leur organise en hiver, on fait des fondus dans la forêt, parce qu'il y a plus de 200 cabanes d'accès libre. Donc, c'est accès premier arrivé, premier servi. Et ces 200 cabanes sont entretenues par la commune. Et donc, nous, ce qu'on fait, on les surprend quand ils arrivent au plein milieu de nulle part avec une fondue ou on fait des truites fumées du lac. Mais finalement, le parcours et l'expérience, en 10 minutes, tu te retrouves au milieu de la forêt et sérieusement, Hansel et Gretel doivent sentir un peu ça. Si tu ne sais pas comment revenir, tu peux te perdre. Et attention, là, il y a des gens qui se sont perdus en forêt. Mais pas les nôtres, heureusement. Donc, cet exemple-là, pour moi, me permet de te partager comment revenir au contact avec la nature fait sortir peut-être des aspects primitifs de l'être humain où on se met en
tribu et on crée notre tribu et on retrouve nos points communs, peut-être un peu sauvages, mais c'est vraiment naturel et ça se voit après. Et je pense que cet exemple, pour moi, c'est celui qui me parle le plus. J'espère que je réponds à la question. Oui, tout à fait. Et est-ce que aussi, et là je te parle plus à toi André, le fait d'être ici, dans cet environnement, tu vois, de pouvoir te balader, et est-ce que tu penses que ça aide individuellement, pas être meilleur, mais tu vois, avoir ce côté un peu, cette hauteur de vue, de pouvoir, je sais pas, qu'il y a quelque chose qui est for good. Oui. Tout à fait, c'est comme, tu sais, quand on monte dans l'avion, ils te disent, premièrement, tu te mets ton masque pour toi et après, tu peux mettre le masque aux enfants. Mon masque à moi, c'est la forêt qui nous entoure. Et donc, premièrement, tu dois, toi, être conscient de ce que cette nature qui t'entoure t'apporte et comment tu peux le partager avec d'autres pour que ça leur apporte aussi. Et le résultat est positif. Moi, je sens. Il y a une sagesse. Et ça vient, oui, peut-être. Oui, c'est une sagesse qu'on hérite ou qu'on partage. Oui. Mais moi, comme tu disais, oui, ça nous permet de chercher une meilleure version de nous-mêmes et avec une conscience qui est plus grande que celle de ton nombril. Puis je trouve aussi que, enfin, ça c'est plutôt personnel, mais c'est souvent quand je suis en balade seule, tu vois, en silence aussi, que j'ai des idées, mais tu vois, des trucs qui surgissent, un peu des fulgurances. Parce qu'en fait, tu te perds un peu dans tes pensées. Enfin, tu vois, tu te sens en sécurité dans ces endroits. Tu es pas sollicité. Donc, c'est comme si ça crée un peu du vide. Il y a un truc qui baisse comme ça en nous. Et hop, ça peut se remplir d'autres choses. Parce que c'est vrai que à être tout le temps sous pression et pas avoir ces petites soupapes, tu peux pas accueillir le nouveau si tu fais pas de l'espace pour accueillir le nouveau. Tu vois. Donc, si tu vides pas ton truc, tu peux pas. Ton cerveau, quand il est bouillonnant de défis que tu as au quotidien, il ne peut pas s'ouvrir à des nouvelles choses si tu ne lui fais pas de la place. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Les meilleures idées, c'est quand tu es en train de faire un tour en vélo ou en train de courir au milieu de la forêt, de randonner. Et seul, souvent c'est seul. Nous avons un client du Luxembourg qui vient une fois par année. Il part avec son sac à dos tôt le matin. Il est fan d'oiseaux, il fait des photos, etc. Mais on le voit vers 18h, 19h rentrer. Il réapparaît. Oui. Et moi, la deuxième fois qu'il était venu, je lui avais posé la question. Je lui ai dit, mais pourquoi ici? Il me dit, c'est la forêt la plus grande d'Europe. Vous n'êtes pas conscient du trésor que vous avez. Ça va jusqu'à l'Allemagne, ça contourne. En fait, vous êtes dans une petite pointe d'une grande forêt et si vous voulez, on peut faire, c'est lui qui me disait à moi, vous pouvez faire un parcours différent chaque jour de l'année. Incroyable. Tu sais que parfois, tu as besoin de renouveler aussi, ou parfois tu as besoin de revenir à des lieux que tu connais déjà, sans trop y réfléchir, mais tu as le choix. Ouais. Bah, tu vois, en parlant aussi de choix, c'est ça, je trouve aussi le luxe aujourd'hui, c'est parce que là, dans toutes les propositions que vous nous faites à l'hôtel, suivant là où on en est dans notre engagement, tu vois, écologique, ou dans l'art de vivre dans lequel on veut rentrer, plus en reliance peut-être avec le vivant, etc. En fait, on peut tout choisir. C'est ça, je trouve, qui est peut-être le vrai sens du luxe. C'est proposer, il y a beaucoup de propositions inspirantes et en fait, des garants ont fait filtre avant pour que finalement, ça ait le moins d'impact possible et que tout soit garanti, entre guillemets, dans l'expérience, que ce soit merveilleux. Et donc, tu te déposes, tu te préoccupes pas. Tu sais qu'en fait, quoi que tu choisisses, ici, il y a eu une intégrité en amont qui a fait le filtre. Parce que vous avez cet entendement, parce que l'esprit, je pense, voilà, déshorlogé. On en revient. On arrive à la fin de notre interview, André. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas trop évoquées ou des messages que tu aurais envie de faire passer qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent dans l'interview? Ben écoute, moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que dernièrement, on est un peu forcé, ou il y a une radicalisation comme quoi, si tu es préoccupé pour un tourisme régénérateur, tu es systématiquement classé comme quelqu'un qui pense trop vert. Il n'y a pas de... En fait, c'est comme si il y a droite et gauche, il y a écolo d'un côté, les verts d'un côté, les autres, le centre et la droite de l'autre. Non, arrêtons ça. Aujourd'hui, il y a Booking qui a créé un filtre
parce que les nouvelles générations, ils veulent choisir les hôtels qui sont durables. Quand on arrive à ce niveau-là, la plateforme la plus grande de réservation qui existe au monde, si eux, ils ont créé ce filtre-là, c'est parce que les clients sont en train de le demander. Donc, il faut arrêter de se poser des questions. Il ne faut pas rentrer dans des débats qui se terminent jamais, de dire Non, vas-y, commence, fais. Toi, à ton échelle, tu vas, toi, te sentir mieux, tu vas vivre des valeurs qui seront transmises à ton entourage, et tu pourras inspirer, et il ne faut pas attendre pour que ceci commence. Et ce n'est pas une question ni de politique, c'est une question de choix. Et c'est une question de choix, mais ça apporte, parce que est-ce que toi tu en témoignes aussi, que ces choix, ils sont payants, entre guillemets, prospères. J'ai l'impression que quand même il y a une ambiance qui est assez fabuleuse dans tes équipes. L'atmosphère, parce que c'est aussi une chose, tu vois, quand c'est tout ce qui est invisible et que le client, que nous on ressent quand on arrive dans un lieu comme ça, un établissement, c'est invisible, mais forcément les tensions, les trucs qu'on ressent, tu vois, et puis là en fait, t'as l'impression qu'au contraire c'est quelque chose où tout le monde est un peu au service de parce que tu accueilles les idées de tout le monde, parce que tout ça. Et là, j'entends que tu dis quelque part n'ayez pas peur. Et puis c'est pas l'idée d'être le meilleur mais c'est plutôt commence quelque part. Et c'est pas forcément la même chose que ce que moi j'ai fait ou que le voisin a fait. C'est pas forcément d'ailleurs écrit dans les standards ou je sais pas quoi. Ça peut peut-être aussi être ta propre intuition d'arrêter de faire quelque chose et d'en faire une autre à un petit niveau. Est-ce que ça aussi, tu crois que on a besoin d'avoir ces messages de reprendre confiance? Quand toi, par exemple, tu interviens dans des écoles ou auprès d'autres entreprises pour expliquer ce que vous faites ici, est-ce que ça, c'est des messages que tu portes? Reprenez confiance en vous, en vos idées. Oui, moi je dis toujours, celui qui s'arrête au problème, il ne fait que parler du problème, c'est tellement facile. Ce qui est difficile, c'est d'apporter des solutions. Donc, quand on fait partie que du problème, on ne fait pas partie de la solution. Et c'est un choix à nouveau. Et aujourd'hui, on a, par exemple, publié un post, parce qu'il y avait un poste qui s'était ouvert à l'hôtel vendredi, et lundi, on avait 240 candidats. 240 candidats. C'est énorme. Et tu te demandes, mais comment on est arrivé là? Et c'est parce que, au fil des conférences, des échanges, des gens qui ont travaillé ici, qui ont évolué sur des postes plus élevés ailleurs, et chose qui est très bien aussi, il faut le dire, hein. Il faut accompagner les gens dans leur parcours. Ils ne vous appartiennent pas. Et c'est important que nous, on puisse les aider à remonter en compétences pour que le moment où ils vont ailleurs, ça soit au moins pour le double du salaire et qu'ils ont eu un poste à responsabilité et que, s'ils choisissent de rester avec nous, ils puissent évoluer aussi. Aujourd'hui, 80% des chefs de département ont évolué en interne. Et quand je vois mes collègues qui ont parfois du mal à trouver des candidats de qualité pour recruter, je me sens chanceux, mais c'est aussi un travail d'équipe. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. C'est comme les oiseaux, tu vois, le premier, il va casser le vent, les autres vont s'aligner juste derrière, et quand il se fatigue, il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Moi, hier, je ne pouvais pas, il y avait un événement, je n'arrivais pas, j'ai demandé à un de mes chefs de département d'y participer en représentant l'hôtel, et ça s'est très bien passé. D'ailleurs, lui, il était content, les autres étaient contents. Ben voilà. Donc, oui, travail d'équipe aussi, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit. Et je pense que c'est un peu une alchimie de tout, de l'humain, les matériaux. Et je pense aussi que le fait qu'il y ait une sensation dans l'air, le chaud, le froid, les matériaux moins toxiques. En fait, tout ça, ça fait qu'on rentre davantage en résonance avec le lieu. Et en fait aussi, du coup, on est dans un autre état d'esprit, on arrive à vraiment se déposer. On vient quand même ici pour se ressourcer, tu vois, on vient dans des endroits comme ça aussi pour passer... Et on y accède plus vite. En fait, c'est ça que j'aimerais partager, je trouve, c'est qu'on y accède plus vite quand en amont, le terrain a été super bien préparé. Est-ce que peut-être tu veux partager ou dire quelque chose autour de peut-être ta définition du beau ou aujourd'hui du luxe, ou tu vois quelque chose autour de ça, c'est-à-dire où est le beau, comment tu y répondrais, tu vois? Alors j'aime la philosophie wabi-sabi des Japonais qui trouvent le beau dans l'imperfection. Donc on doit s'accepter comme nous sommes, et pour moi le beau est justement quand on trouve cette
harmonie avec ce qu'on est. Parce qu'on est le cumul des choses qu'on a vécues, meilleures ou moins bonnes, mais finalement, c'est grâce à tout ça qu'on arrive où on est aujourd'hui. Et parfois, dans le parcours, on se perd. On se dit, est-ce que c'est ça? Non, attends, il en reste encore. Plus tard, tu arrives, mais il ne faut pas perdre l'espoir. Ouais, l'espoir. Et est-ce que tu vois, pour en revenir à ce qu'on disait juste au tout début sur le sens du beau et les directions du beau, tu vois, et cette image un peu que je donnais avec le fait qu'on était à des ronds-points et qu'on avait des choix à faire, est-ce que toi, tu es optimiste sur le fait que les esthètes et puis peut-être aussi, voilà, toutes celles et ceux qui aiment vraiment le beau des créations vont comprendre et avoir envie d'aller dans la direction de celle de l'harmonie avec le vivant, avec la nature, etc. Aujourd'hui, plus que jamais. N'oublions pas, moi, à l'école, je n'avais aucune matière qui m'explique l'impact qu'on avait sur la nature. Aujourd'hui, mon fils, il a surtout ça à l'école et il prend conscience. Donc, moi, je reste assez optimiste que nous sommes en train d'emprunter des voies d'amélioration et il ne faut pas paniquer, il faut être patient. On est patient et optimiste. Merci beaucoup, André. Merci à toi.